Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Jean de La Fontaine. Cet auteur a marqué la littérature française, notamment par son enseignement moral octroyé au cours des siècles. La Fontaine a vécu de 1621 à 1695 sous la monarchie absolue de Louis XIV. À la cour, il hérite de son père du titre de maître des eaux ou des forêts. Pour vivre de son écriture, il a besoin de protection et de mécènes. Il se lie d'amitié avec Nicolas Fouquier, surintendant des finances, qui sera son protecteur jusqu'à son arrestation. Jean de La Fontaine lui reste fidèle et va devenir méfiant envers les courtisans, mais il reste mesuré et critique, avec l'idée de plaire au roi et éviter la censure de la librairie royale. Il risque de perdre ses subsistances. Il entre en 1684 à l'Académie française. Les personnages de ses fables sont des animaux. Comme il le disait, je me sers des animaux pour instruire les hommes. Les fables sont destinées à 3 personnes. Le dauphin, fils du roi, Madame de Montespan, favorite du roi, le duc de Bourgogne, petit-fils du roi. Ces 3 personnes à qui il dédicace ses fables inscrit une véritable fonction politique. La Fontaine, souvent en froid avec la cour, essaie par ses moyens de s'en rapprocher. Il utilise des choix parallèles ou obliques, montrant bien qu'il n'a pas l'âme d'un courtisan et garde sans cesse une certaine distance. Il s'inscrit dans une tradition de l'Antiquité en s'inspirant d'Ésope. Il reprend ses fables en les mettant au goût du jour, car son objectif étant de plaire, il ne doit pas tomber dans l'ennui. On ne considère en France que ce qu'il plaît, c'est la grande règle et pour ainsi dire la seule, comme il avait tendance à le dire. La Fontaine a su marquer les esprits et est aujourd'hui connu des petits et des grands de par la grande renommée des animaux de ses fables. Merci pour votre écoute et l'on se retrouve la semaine prochaine. En 2019, il est quasiment impossible de ne pas avoir regardé La Casa de Papel. Sortie 2 ans auparavant, la série espagnole tournée à Madrid, diffusée en premier lieu sur les chaînes espagnoles, puis ensuite repérée et achetée par la célèbre plateforme de vidéo à la demande Netflix, a été un réel succès mondial auprès de toutes les générations. Ce succès s'explique par le contexte captivant d'un braquage à la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre par une équipe dirigée par l'homme mystérieux nommé El Professor. Si on a décidé de vous parler de cette série, c'est parce qu'elle est pleine de rebondissements, de sentiments et d'actions. Car tout d'abord, on peut prendre en compte les histoires d'amour et d'amitié par-dessus le braquage. Par la suite, on apprécie le fait que le suspense reste maintenu pendant l'épisode, reste captivant du début à la fin. Pour finir, les épisodes comptent une ou plusieurs scènes d'action, ce qui rajoute, selon nous, du plaisir au visionnage. Pour les raisons précédemment énoncées, nous vous conseillons cette série. Bonjour, comme vous avez pu le deviner grâce à la musique, aujourd'hui nous allons poursuivre notre émission sur la Casa de Papel, en s'intéressant de plus près aux personnages principaux. Le vrai nom Sergio est le cerveau de l'opération et chef de la bande de braqueurs à la Fabrique de la monnaie nationale, de la monnaie et du timbre. Introverti et très intelligent, il est le demi-frère de Berlin, l'un des braqueurs. Le plan du vol à la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre est fortement inspiré de ce que lui racontait son père, mort dans un braquage. Une de ses tactiques pour le vol à effectuer sera de maintenir un contact direct avec la police. Pour ce faire, il se lie d'amitié avec l'inspecteur de police Raquel Murillo et tombe peu à peu amoureux d'elle. Las Chicas del Cable. D'où vient cette série ? Les demoiselles du téléphone ou les opératrices du téléphone au Québec, Las Chicas del Cable, espagnol, créé par Ramon Campos et Gemma Hernera, créateurs des séries Velvet et Grand Hôtel. C'est une série dramatique. Les acteurs principaux sont Blanca Suarez, Ana Fernandez, Maguel Civentos, Nadia de Santiago, Yon González et Martino Rivas. Cette série est diffusée sur Netflix. Elle comporte 4 saisons, 32 épisodes d'une durée de 50 minutes. Elle a été nommée meilleure série espagnole aux Ondas Awards en 2017. Blanca Suarez remporte le platino de la meilleure actrice. Jeune femme libérée et audacieuse, Alba, Blanca Suarez, vit de petites arnaques et de petits larcins. Impliquée dans une sombre histoire de meurtre, la voilà poursuivie par les autorités. Pour éviter la pendaison, elle accepte le marché que lui propose un policier corrompu. Piller le coffre-fort d'une entreprise de téléphone. Sous une fausse identité, elle se fait engager en tant qu'opératrice et fait la connaissance du fils du patron, très attiré par elle, et surtout de ses collègues, des femmes venues d'horizons différents, mais toutes en quête d'indépendance. À sa grande surprise, également une vieille connaissance, Francisco,
Yon González, le directeur du personnel, qui n'est autre que son amour de jeunesse. Nous voici donc à Madrid à la fin des années 1920. 4 femmes venues d'horizons divers cherchent à acquérir une certaine indépendance. Opératrices dans la première compagnie de téléphone du pays. Elles voient dans ce travail un moyen d'échapper aux contraintes sociales et à la pression familiale à laquelle elles sont soumises, sous la tutelle d'un père ou d'un mari. Henrielles souhaite continuer à travailler malgré les réticences d'un mari adultère et violent. Carlota aspire à se libérer d'un père autoritaire. La naïve Maria, fraîchement débarquée de sa province, cherche ses marques dans la grande ville. L'héroïne, Alba, tente de payer sa dette et d'échapper à un passé troublé. Dès le premier épisode, les choses sont claires. Nous sommes devant une série romanesque, comme Bambou sait si bien les faire. Avec tous les clichés attendus, histoire d'amour impossible, querelle familiale, triangle amoureux, fausse identité, secret et mort mystérieuse. C'est très efficace, les rebondissements s'enchaînent avec rythme et fluidité, sans laisser de répit aux spectateurs adeptes du genre, et donc immédiatement accrochés. Et il est d'autant plus facile de se prendre au jeu que la série bénéficie d'une esthétique soignée, la photographie raffinée, la reconstitution minutieuse de l'époque ont un effet. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast. Nous allons vous présenter l'œuvre La vie de Galilée. La vie de Galilée est une pièce de théâtre écrite en 1938 du dramaturge Bertolt Brecht. Il regroupe 15 tableaux dressant la vie de Galileo Galilei lorsqu'il a été persécuté par l'Église au XVIe siècle. Ce livre est une occasion pour réfléchir sur l'homme, la science et son utilité, la raison humaine et les progrès, la tyrannie mais aussi la religion. Un point biographie. Galilée est un savant ingénieur né en 1564. Il enseigne les mathématiques à Padoue. Passionné par l'espace et le système cosmique de Copernic, il construit une lunette pour observer le ciel. Il fait de nombreuses découvertes qui ne sont pourtant pas reconnues à son époque et controversées. Il observe notamment que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Il est assoiffé de connaissances mais est pourtant retenu par la religion. Un extrait de l'œuvre. Moi, Galileo Galilei, professeur de mathématiques et de physique à Florence, j'abjure ce que j'ai professé, à savoir que le Soleil est le centre du monde, immobile en son lieu, et que la Terre n'est pas le centre et n'est pas immobile. J'abjure, exècre et maudis d'un cœur sincère, d'une foi non feinte, toutes ces erreurs et hérésies, comme d'une manière générale toute autre erreur et toute autre opinion opposée à la Sainte Église. Loin d'y traiter, hors de tout manichéisme, mais embrassant la connaissance, la crédulité, la foi, l'éthique ou la science, ce portrait d'un homme énonce à travers un long parcours de la conquête de l'esprit. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.